Je suis Dmytro Vovk, professeur de droit ukrainien. J'ai fui l'Ukraine fin 2022, après que notre appartement à Kharkiv a été touché par des bombardements. C'était un moment terrifiant pour ma famille, surtout pour ma fille aînée. Aujourd'hui, alors que les États-Unis se préparent à un second mandat de Trump, je m'inquiète de ce que cela signifie pour l'Ukraine. Trump a dit qu'il pourrait mettre fin à la guerre en un jour, mais à quel prix ? Je crains qu'il ne cherche à conclure un accord au détriment de notre pays. Les dissidents comme moi se demandent si notre avenir sera sacrifié pour une paix rapide. Je me pose souvent des questions troublantes. Est-ce qu'on va mourir ? C'est une pensée qui hante beaucoup d'Ukrainiens ici, aux États-Unis. Après l'invasion de la Russie, 6,7 millions d'entre nous ont fui, dont plus de 270 000 ont trouvé refuge ici. Moi, je suis arrivé avec un visa universitaire pour enseigner à l'université Yeshiva de New York. Je ne me considère pas vraiment comme un réfugié, mais je m'inquiète pour ceux qui le sont. Avec Trump qui pourrait révoquer les programmes pour les réfugiés, comme Uniting for Ukraine, la situation devient incertaine. Les Ukrainiens bénéficient d'un statut de protection temporaire, mais cette sécurité pourrait disparaître. Que va-t-il se passer pour nous ? Trump, lors de son premier mandat, a tenté d'abroger des programmes cruciaux, et avec Stephen Miller à ses côtés, beaucoup craignent un retour en force de ces politiques. Mais ce qui préoccupe vraiment, c'est l'Ukraine. Trump a clairement affiché ses intentions, tout comme J.D. Vance, qui propose un plan de paix controversé, cédant des terres à la Russie et promettant à Poutine une neutralité de l'Ukraine vis-à-vis de l'OTAN. Doug Klein, de Razom pour l'Ukraine, reste optimiste malgré les réticences de l'équipe de Trump. Il souligne que Vance a évolué dans ses opinions et espère qu'il continuera sur cette voie. La situation est délicate, mais l'engagement pour l'Ukraine doit rester fort. J'ai fui la Russie l'année dernière, après avoir dénoncé l'invasion en Ukraine. En tant que professeur d'économie à Nizhny Novgorod, j'ai toujours cru en la liberté d'expression. Mais après mes publications sur les réseaux sociaux, ma sécurité était en jeu. J'ai dû emprunter un itinéraire risqué, d'abord vers le Mexique, puis 5 semaines à essayer d'obtenir un rendez-vous avec les autorités américaines. J'avais l'impression que l'application du gouvernement contenait des pièges. Finalement, j'ai traversé une rivière et une plage pour atteindre le port d'entrée. C'était un moment décisif, un acte de courage pour retrouver ma liberté. J'ai traversé la frontière avec 5 autres Russes et des demandeurs d'asile d'Amérique centrale et du Sud. En arrivant en Oregon, j'étais soulagé de retrouver des amis. Mais la réalité est dure. Sous Biden, les contrôles d'immigration se sont durcis, et ceux qui envisagent de suivre mon chemin hésitent. Les délais d'attente au Mexique peuvent atteindre 6 mois, et beaucoup abandonnent. Je crains que la situation ne s'aggrave sous Trump, surtout avec ses propositions anti-immigration. Dmitry Glinsky, un défenseur des droits humains, partage mon pessimisme. Les années à venir seront un véritable défi pour nous tous qui luttons pour la démocratie et les droits des immigrants. Mais la peur ne doit pas nous paralyser. Il est fascinant de voir comment les opinions sur Trump varient en Ukraine. Certains, comme Borodkin, croient qu'il pourrait s'adapter et revoir ses positions sur le soutien à l'Ukraine. D'autres, cependant, ressentent une frustration profonde. Beaucoup se souviennent de l'ère Biden, où le soutien était à peine suffisant. Pour certains Ukrainiens, Trump représente un risque, mais aussi une opportunité. Ce mélange d'optimisme et de scepticisme est palpable. Les réfugiés, eux, sont fatigués et inquiets. Ils se demandent si leur statut sera menacé ou si les promesses de soutien seront tenues. C'est un moment crucial, et l'incertitude pèse lourdement sur leurs espoirs.